Passons maintenant à un autre composant électronique qui est le condensateur. Donc il est très important de définir c'est quoi un condensateur et c'est quoi son rôle, ainsi de suite. Donc il faut dire que le condensateur est un composant électronique constitué de deux armatures, ce sont des armatures conductrices, qui sont des électrodes. Et donc on va dire, ils sont chargés selon ce qu'on appelle en électricité par influence totale. D'accord? Donc, ça, c'est parmi les types d'électrisation qu'on peut discuter et que vous avez dans des cours sur le net qui vont vous expliquer ce phénomène d'électrisation. Ici, c'est par, comme j'ai dit, en influence totale. Donc, j'ai dit que un condensateur, il est constitué de deux armatures, deux conductrices, et qui sont séparées par un milieu isolant, puis ce qu'on appelle un milieu diélectrique. Donc le rôle principal d'un condensateur, c'est le stockage des charges électriques. Donc c'est ça le rôle d'un condensateur. Donc un condensateur, il va stocker des charges électriques, des charges positives sur une armature, des charges négatives sur l'autre armature. Donc la valeur absolue de ces charges-là, elle est proportionnelle à la valeur absolue de la tension qui lui est appliquée. Bon, le condensateur, il est très utilisé en électronique et en électrotechnique. Donc pour les milieux isolants, on peut trouver comme milieu isolant l'air, le papier, le mica, la céramique, etc. D'accord? Bon, le condensateur, il est utilisé principalement pour, première chose, stabiliser une alimentation électrique. Ça, c'est très très important. À chaque fois qu'on veut stabiliser une alimentation, à chaque fois que nous avons une alimentation qui est très fluctuante, qui varie beaucoup, on sait bien que lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas stable, il y a toujours un effet indésirable, un effet néfaste sur les équipements qui sont branchés sur ce secteur ou bien sur cette alimentation. Donc, je répète, le condensateur, on l'utilise soit pour stabiliser une alimentation électrique, soit pour traiter des signaux, c'est ce qu'on appelle les opérations de filtrage. On utilise également le condensateur si on veut séparer le courant alternatif du courant continu. Ça, c'est dans le cours, on va dire, des diodes. Le passage d'un courant alternatif en courant continu. D'accord? On aura besoin d'une capacité. D'accord? Et on va dire, la dernière mission, ou parmi les missions d'un condensateur, c'est le stockage de l'énergie. Mais c'est une énergie, on va dire, électrique. Contrairement à la bobine, qui stocke de l'énergie, mais cette fois-ci, c'est une énergie magnétique. Donc, lorsque le condensateur il est branché sur un générateur, il va se charger. Donc, une armature, elle porte une charge plus Q, la charge positive, et l'autre armature, il va porter une charge qui est négative moins Q. Donc cette charge-là, elle est liée à la tension aux bornes de la capacité, et cette relation-là, entre la tension et la charge, c'est ce qu'on appelle la capacité. Donc la capacité, ou bien ce qu'on note avec la lettre C, c'est une grandeur caractéristique d'un condensateur. C'est un coefficient, c'est un coefficient qu'on peut le mesurer facilement.
il s'exprime en Faraday, l'unité F, donc pas Faraday, mais c'est Farad plutôt. Faraday, c'est un autre physicien, Farad. Donc l'unité internationale de la capacité, c'est le Farad, grand F. Donc la capacité, c'est par définition la quantité d'électricité déplacée par rapport à la tension à ces bornes. D'accord? Donc c'est Q sur U. Donc plus la capacité elle est grande, plus le condensateur peut emmagasiner de l'énergie. Donc ici, vous avez les deux symboles utilisés d'un condensateur avec deux armatures. Ça, c'est une armature. Ça, c'est une autre armature. Ça, c'est une armature. Ça, c'est une armature. Chaque armature va porter une charge plus Q, l'autre moins Q. Ici, plus Q, ici, moins Q. Selon le sens de branchement du générateur. D'accord? Donc, si je relie le générateur ici, la borne positive du générateur, j'aurai une charge positive ici et la charge négative ici, hein, selon le sens du branchement du générateur. Donc, nous avons cette relation qu'on peut utiliser. C'est une relation qui se démontre et qui peut nous aider pour déterminer la valeur de la capacité. Donc, je prends cette relation-là. C'est le produit des permittivités. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Epsilon R, c'est la permittivité relative du milieu. Donc, du milieu dont j'ai parlé. D'accord? C'est celui-là, c'est ce milieu-là qui sépare les deux armatures. Comme j'ai dit, soit on peut trouver de l'air, mica, plastique, céramique, etc. Donc epsilon 0, sa valeur elle est fixe. Epsilon R, sa valeur elle change selon la nature du milieu. Par exemple, pour l'air, la valeur c'est 1 de epsilon R. Donc c'est quoi la permittivité? C'est tout simplement le pouvoir ou la capacité que possède un milieu à laisser passer facilement le champ électrique. Donc c'est ça la définition, le sens physique de la permittivité. Et S, c'est la surface, euh, on va dire, la surface des plaques. D, c'est la distance entre les deux plaques, ainsi de suite. Bon, si je prends un petit schéma, un petit peu exagéré, vous avez votre condensateur relié à une source. Donc, lorsqu'on allume le générateur, on va parler d'une première phase de charge du condensateur. Le condensateur va se charger, c'est-à-dire les armatures vont porter des quantités de charge positives parce qu'il est relié à la borne positive du générateur et négative parce qu'il est relié à la borne négative du générateur. Donc la charge est liée à la tension par cette relation qu'on peut utiliser dorénavant. Q, c'est C capacité fois U. Donc une autre relation très importante que nous avons vue précédemment, c'est le courant. Le courant, on a dit que c'est une variation de charge par rapport au temps. Donc je peux remplacer la charge par Cu, et comme elle est constante, elle ne varie pas. La capacité ne varie pas dans le temps. La capacité, elle dépend du condensateur. Donc sa valeur ne va pas varier dans le temps. Et voilà, on utilise cette relation. Bon, on peut
on peut se poser cette question. Quel est le comportement du condensateur dans les différents régimes, que ce soit le régime, on va dire, continu, ou bien le régime variable. D'accord? Donc, en régime statique, le condensateur n'a pas de sens. Alors, on remplace un condensateur en régime statique par un circuit ouvert. Ça, c'est très important. Donc, un condensateur en régime statique, euh, on le remplace avec un circuit ouvert. Et par conséquent, dans un circuit ouvert, il n'y a pas de courant qui circule. Donc, le courant I, il est nul. D'accord? Donc, en régime statique, en régime permanent, en régime stationnaire, le condensateur, je peux le remplacer avec un circuit ouvert. D'accord? Donc, ou bien un interrupteur ouvert. Donc là, je donne quelques valeurs de, des matériaux et des permittivités relatives. D'accord? Donc, ici, quelques valeurs. Bon, il suffit juste de vérifier sur Internet si ces valeurs sont correctes. Donc, l'énergie, puisqu'on parle d'un composant qui stocke de l'énergie, on peut déterminer cette énergie. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur entre un temps t égale à 0 et un temps t quelconque est donnée par cette relation. Donc, l'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est 1 demi C U au carré. Donc, la puissance reçue par un condensateur peut changer de signe au cours du temps. Bon, si l'énergie augmente, la puissance reçue, elle est positive, et par conséquent, le condensateur, il se comporte comme un récepteur. D'accord? C'est-à-dire en phase de charge. Le condensateur, lorsqu'on le branche avec un générateur, il va se charger. Un certain temps, il est chargé. Donc je peux le voir comme étant un générateur. Et lorsqu'il se décharge, d'accord, donc je peux le voir comme un récepteur. Donc le condensateur, il a cette particularité. Donc si l'énergie augmente, la puissance reçue est positive. Le condensateur, il se comporte comme un récepteur. Si l'énergie diminue, la puissance reçue, elle est négative. Et le condensateur se comporte comme un générateur. Et donc là, on va travailler avec cette convention récepteur, condensateur, le courant qui traverse et la tension aux bornes du condensateur. Lorsque la tension et le courant sont de sens inverse, je pars d'une convention récepteur. Et par conséquent, le courant égale à plus la variation de charge par rapport à T, si je suis dans le mode récepteur. Lorsque je suis dans le mode générateur, ça veut dire que la tension et le courant, ils ont le même sens. Alors ça, c'est si vous prenez un générateur, vous allez voir que le générateur délivre un courant. Ce courant-là et la tension au bord du générateur, ils ont le même sens. C'est pour ça qu'on parle d'une convention générateur. D'accord? Donc, lorsque la tension et le courant ont des sens inverses, je parle d'une convention récepteur. Donc, le courant égale à plus. D'accord? Donc, parfois, on a du mal parfois on utilise plus, parfois on utilise le moins. Voilà l'explication. D'accord? Donc, selon l'utilisation, c'est que si l'énergie EC augmente, je suis en mode récepteur. Si EC diminue, je suis en mode générateur. Et donc, j'utilise soit cette relation, soit celle-là. Donc, il faut dire que ce que nous avons discuté tout à l'heure, c'est le cas d'un condensateur idéal.
D'accord? Bon, on peut se demander c'est quoi idéal par rapport au condensateur réel que nous allons voir. Bon, c'est tout simplement, on va dire que le milieu isolant qui se trouve entre les armatures, parfois il n'est pas parfait. D'accord? Donc, parfois il y a des pertes, il y a des fuites dans, on va dire, dans ce milieu-là. Et donc, à chaque fois que on est en présence des condensateurs avec des milieux qui ne sont pas parfaits, on va parler d'un condensateur réel. À chaque fois que nous avons des condensateurs avec des milieux isolants qui sont parfaits, on va parler d'un condensateur idéal. D'accord? Donc, lorsque je parle d'un condensateur réel, c'est-à-dire je suis en présence d'un condensateur parfait qui est monté en parallèle avec une résistance de fuite. C'est-à-dire, regardez ici, je vais dire que je vais plus représenter, je vais pas représenter uniquement le condensateur par les deux armatures, mais je dois ajouter, ça veut dire que je vais changer de modèle équivalent. Pour ça, c'est idéal. Donc, dans le cas d'un condensateur réel, je dois ajouter une résistance qui est montée en parallèle et qui va traduire, on va dire, les fuites ou bien les pertes qui se produisent dans ce milieu isolant. D'accord? Donc ça, euh, j'ai pas d'effet de résistance de fuite, c'est idéal, et ça, c'est le cas réel. Bon, donc généralement, on travaille qu'avec des condensateurs idéaux, mais au moins théoriquement, les expressions vont changer. Donc l'expression du courant en fonction de la charge n'est plus la même. Il y a toujours un effet qui s'ajoute, qui traduit les pertes. D'accord? Donc, dans le cas d'une résistance, dans le cas d'un condensateur idéal, le condensateur il est schématisé par les deux armatures de capacité C. Et dans le cas d'un condensateur qui est réel, il faut ajouter une résistance qui est montée en parallèle et qu'on appelle une résistance de fuite. C'est-à-dire, fuite, c'est-à-dire les courants qui peuvent passer dans ce milieu. Donc normalement, si je prends le courant I ici, je vais trouver le même courant là. Alors qu'ici, c'est pas la même chose. C'est-à-dire le courant ICI, l'entrée, et si je mesure un courant sorti ici, je vais trouver qu'ils sont différents. Donc là, il y a une fuite de courant quelque part, dans le milieu. Donc je modélise. Donc toujours cette notion de modélisation, ça veut dire j'essaie de représenter la fuite par une résistance. Hein, parce que toujours on a cette idée que la résistance, elle produit une dissipation. Donc voilà les deux modèles, les deux schémas. Donc I égale à C du sur D de T dans le cas d'un condensateur idéal. Dans le cas d'un condensateur réel, il faut ajouter ce terme-là, il faut ajouter ce courant. Hein, ce courant-là qui traverse la résistance en utilisant la loi d'Ohm, U égale à RF fois I qui passe dans la résistance et ce courant-là, ce n'est autre que la tension U divisée par RF. D'accord? Donc, quand est-ce que les deux sont identiques? C'est lorsque la résistance de fuite tend vers l'infini. D'accord? Donc, lorsque un condensateur est idéal est le cas limite d'un condensateur réel pour lequel la résistance de fuite tend vers, l'infini. Maintenant, discutons les lois
d'association lorsque j'ai des condensateurs qui sont montés en série. Donc, je prends un condensateur de capacité C1, chargé par chaque armature et porte une quantité de charge, Q1 moins Q1, Q2 moins Q2, tension au bord du condensateur U1, U2, la tension globale c'est U, d'accord? Donc vous avez U ici, c'est U1 plus U2, d'accord? Donc nous avons ici, on n'a pas d'accumulation de charge entre les condensateurs, donc cette quantité Q2 moins Q1, elle est égale à 0. C'est-à-dire, on va se retrouver avec Q1 égale à Q2 égale à Q. Et par conséquence, si je veux avoir un modèle équivalent de ça, on va dire que deux condensateurs qui sont montés en série, ils sont équivalents à un condensateur de capacité C, dont les armatures portent des charges plus Q moins Q, de tension U égale à Q sur C, et donc on peut trouver une relation entre les différentes valeurs de capacité, d'accord? Les différentes valeurs de capacité, 1 sur C1 égale plus 1 sur C2 égale à 1 sur C. Donc la capacité C, ça sera la capacité équivalente, c'est le produit. Alors c'est quand vous avez des capacités qui sont, c'est le cas des résistances qui sont montées en parallèle. D'accord? Donc c'est l'inverse ici. Donc lorsque vous avez des capacités qui sont montées en série, hein, c'est notre cas, la capacité équivalente sera le produit sur la somme. Lorsqu'ils sont en parallèle, donc lorsque j'ai deux condensateurs qui sont en parallèle, on va dire que la tension ou bien la capacité C sera tout simplement la somme des capacités C1 plus C2. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Lorsque vous avez des capacités qui sont montées en parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme des capacités de chaque condensateur. Lorsque vous avez des condensateurs qui sont montés en série, la capacité équivalente, ça sera le rapport des produits des capacités sur leur somme. Passons maintenant à la notion de puissance, en utilisant toujours cette relation que la puissance c'est un produit entre la tension et le courant. Et maintenant, il suffit juste de remplacer I par son expression dDQ sur d2t. Je suis en mode de convention récepteur. Et je remplace Q par sa valeur, c'est Cu. Et C, c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée. Et donc, je vais me retrouver avec un demi C U d de U, c'est d de U au carré sur dt. C'est-à-dire, je dérive d de U au carré. Donc, en régime continu, U, elle est constante. Elle ne varie pas dans le temps. Donc, sa dérivée par rapport au temps égale à 0. Donc, la puissance dans un condenseur, ou bien la puissance, on va dire, que délivre un condensateur, il est en régime continu. Passons maintenant à une bobine. Bon, une bobine, on appelle aussi une self, on appelle aussi un solénoïde, ou bien une auto-induction, ou bien une auto-inductance. Donc c'est tout simplement, il a le schéma qui ressemble à celle de résistance, mais il a plusieurs formes. On peut trouver une bobine sous plusieurs formes, soit un enroulement, un fil qui est enroulé, voilà. Et c'est un composant très utilisé en électrotechnique, en électronique.
dans les phénomènes d'induction électromagnétique. Donc, c'est un enroulement d'un conducteur sous forme de spire. Donc, en électromagnétisme, vous avez vu que un solénoïde, c'est quoi? C'est l'ensemble des spires jointives, c'est-à-dire collées l'une par rapport à l'autre, l'une à l'autre. D'accord? Donc, c'est un dipôle constitué par un enroulement cylindrique d'un fil conducteur. Chaque boucle est appelée une spire. Donc, la tension au bord d'une bobine, qui est la tension entre les bornes A et B, donc ici A, ici B, donc U c'est UA moins UB, on va dire que c'est L fois D de I sur D de T. Donc L, c'est ce qu'on appelle l'inductance. D'accord? C'est l'inductance. C, c'est la capacité. L, c'est une inductance. Donc, nous avons ici une équation qui relie la tension avec une dérivée du courant. On appelle ce genre d'équations, ce sont des équations différentielles. Hein, ce sont des équations différentielles avec des coefficients qui sont constants. L, c'est un coefficient qui est constant. C'est ce qu'on appelle les équations caractéristiques de la bobine. L, comme j'ai dit, ça s'appelle l'inductance de la bobine et son unité, c'est le Henry, H. Et bien évidemment, selon la valeur de L, on peut avoir des valeurs qui sont faibles, qui sont élevées. À millihenry, des Henry, etc. Donc, pour une bobine qui est réelle, ça veut dire toujours cette notion de fuite, fuite. Et donc, lorsque vous avez une bobine qui n'est pas idéale, on doit toujours ajouter une résistance qui modélise toujours les imperfections, qui modélise les pertes dans le circuit. Bien évidemment, entre les spires, il y a quand même une variation de charge, donc il y a une très faible capacité qu'on ne tient pas compte dans nos calculs. Donc si je prends ici l'équation U, bien la tension U, c'est la somme des tensions au bord de la bobine plus la tension au bord de la résistance. La tension au bord de la résistance, c'est d'après la loi d'Ohm, c'est RI. Et la tension au bord de la bobine, c'est comme nous avons vu. Donc ça, c'est l'expression de la tension dans le cas d'une bobine réelle. En régime continu, toujours, on va dire que la dérivée, elle est nulle. Et par conséquent, nous avons U égale à RI. Dans le cas d'une bobine qui est idéale, il n'y a pas de R, il n'y a pas de I, donc on va se retrouver avec U égale à 0. C'est-à-dire que en régime continu, si nous avons dit que le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, comme un interrupteur ouvert, on va dire que pour la bobine, en régime continu, elle va se comporter comme un fil ou bien comme un court-circuit. D'accord? En régime continu, capacité condensateur, c'est un circuit ouvert, et la bobine se comporte comme un court-circuit ou bien un fil. Maintenant, on va discuter, on va dire toujours les mêmes cas vus précédemment. C'est lorsque on a des bobines qui sont montées en série. Une bobine liée à l'autre bobine. Certes, certainement, on a le même courant qui traverse les deux bobines, c'est le même courant, des bobines qui sont différentes, avec des coefficients L1, coefficients L2, mais des tensions qui sont différentes. Donc la tension globale, ça sera la tension U1 plus la tension U2, et je remplace U1 par son expression, c'est le même courant qui traverse,
Et je peux dire que c'est CAL égale à DI sur DT. Et bien évidemment, si je regarde cette relation-là, je vais comprendre que L, c'est L1 plus L2. Bon, donc ça rejoint, enfin, ça ressemble un petit peu, c'est pratiquement la même chose, des résistances. Lorsque on a des résistances qui sont montées en série, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Lorsque j'ai des bobines qui sont montées en série, l'inductance équivalente, c'est la somme des inductances L1 et L2. Dans le cas où j'ai des bobines qui sont montées en parallèle, c'est-à-dire ils ont les mêmes tensions, mais des courants qui sont différents, donc on utilise U égale à L1 DI1 sur dt égale à L2 DI2 sur dt, c'est la même tension, égale à L DI sur dt. Et on va appliquer la loi, fait que I va se diviser en I1 plus I2. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la loi de nœud, mais on n'a pas encore vu ça. Donc U égale à LDI sur dt, comme le I égale à I1 plus I2, donc ça va nous donner que dérivée de I par rapport au temps, c'est la dérivée de I1 par rapport au temps plus la dérivée de I2 par rapport au temps, égale à U sur L, égale à U sur L1 plus U sur L2. Et donc, forcément, ça va nous donner que 1 sur L, c'est 1 sur L1 plus 1 sur L2. C'est le même principe pour les résistances qui sont montées en parallèle. Donc, pour la puissance, toujours on va utiliser cette relation-là. Produit entre la tension et le courant. Je remplace la tension, bien je remplace le courant par son expression, bien la tension par son expression. U, voilà. C'est L dérivée de I par rapport à T. Et donc, on va se retrouver avec une équation toujours différentielle. En régime permanent, bien évidemment, la bobine, c'est un fil. Bon, je crois que nous sommes arrivés maintenant, nous avons un certain nombre de bagages qui va nous permettre d'attaquer ou d'aborder, on va dire, les lois et étudier d'une manière très succincte les différents circuits, les différentes lois, les différents théorèmes. Et donc, on va commencer par définir c'est quoi un circuit, d'accord? Donc, un circuit électrique, c'est un ensemble de conducteurs et de composants électriques ou électroniques qui sont traversés par un courant électrique. C'est-à-dire un ensemble de générateurs, de récepteurs, de fils, etc. Donc, le générateur, je peux trouver des piles, comme je peux utiliser ce qu'on appelle des générateurs basse fréquence, ce qu'on appelle les GBF. N'oubliez pas que j'ai dit au départ, c'est que on va travailler soit dans le régime statique, soit dans l'approximation du régime quasi-stationnaire. Ça veut dire où il n'y a pas de phénomène de propagation. C'est-à-dire on va rester dans un cadre très très réduit où les lois que nous allons voir restent valables. Donc si je monte en fréquence, c'est-à-dire je travaille avec ce qu'on appelle les hautes fréquences ou les très hautes fréquences, on va voir que les lois ne sont plus valables. Donc ça c'est très important. Tout ce que nous allons discuter, tout ce que nous allons voir, c'est valable uniquement en régime statique, permanent, stationnaire et en régime variable mais à faible variation, ou ce qu'on appelle l'approximation du régime quasi-stationnaire. Donc mon circuit sera composé principalement d'un générateur, et là je vais donner quelques exemples, des récepteurs ou d'un récepteur et des fils de connexion.
Donc voilà quelques exemples des générateurs. Une pile peut faire l'affaire. Hein, si je prends une pile, une petite lampe avec des fils, ça nous forme ce qu'on appelle un circuit électrique. Ça veut dire que je peux débiter. Enfin, j'ai un courant qui est débité par le générateur, et la lampe, c'est un récepteur qui va s'allumer et qui va s'éteindre selon qu'il y a une connexion ou bien non. Donc les récepteurs sont de nature différente. Généralement, on choisit une lampe dans les cours de l'électrocinétique, on choisit soit des lampes, soit des moteurs. Mais ça reste toujours une notion très large, récepteur. Un téléviseur, une machine à laver, ce sont des récepteurs. Un téléphone. Donc ici, on va se contenter soit de moteur, soit de lampe. Bien évidemment, ça c'est très important. Si je forme un circuit et je le laisse ouvert, je ne ferme pas le circuit, je ne peux pas parler de courant, parce que le courant ne peut avoir lieu que lorsque le circuit il est fermé. Ça c'est très important. Ça veut dire, si vous prenez un montage avec une pile et vous n'essayez pas de fermer votre circuit, ça veut dire que vous ne fermez pas l'interrupteur, vous oubliez l'interrupteur de le fermer, donc ça reste un circuit qui est ouvert, donc on ne peut pas espérer avoir un courant. C'est quelque chose qui est clair. Ici, exemple, vous avez un générateur, quelle que soit sa nature, et vous avez une lampe. Bon, c'est un circuit qui est ouvert, parce que l'interrupteur il est ouvert. Tant que l'interrupteur il est ouvert, tant qu'il n'y a pas de courant qui circule, tant que la lampe reste toujours éteinte. Si je prends et je ferme l'interrupteur, j'aurai un courant qui circule, qui passe du générateur, et puis j'ai une lampe qui s'allume. Donc vous voyez un petit peu la différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé. Donc, c'est grâce à l'interrupteur que j'ai pu basculer entre les deux états, entre un circuit ouvert et un circuit fermé. Donc finalement, un interrupteur, c'est un commutateur qui permet de switcher entre deux états, soit couper le passage du courant, soit laisser passer le courant. Les lois de May et les lois de Neu. Donc, ce sont des lois qui vont nous aider pour comprendre en quelque sorte le fonctionnement des circuits, calculer le courant, calculer la tension, calculer la puissance. Ça, c'est très important. On serait amené à chaque fois de faire ces calculs, calculer le courant, calculer la tension, parce que si vraiment on veut savoir est-ce que c'est un circuit qui est consommateur d'énergie ou pas de consommateur, on est obligé de calculer la puissance ou l'énergie. Et si on veut calculer la puissance ou l'énergie et le courant, on est obligé d'utiliser un certain nombre de lois. D'accord? Et donc, on va commencer par la loi des May et la loi des nœuds. Donc, on peut commencer par se poser la question, c'est quoi un nœud? Bon, un nœud, ça correspond à la borne d'un dipôle à laquelle au moins deux fils de connexion sont reliés. D'accord? Si vous avez deux fils, vous les reliez. Bon, est-ce que le courant va changer? Non. Vous aurez le même courant. Donc ça, c'est pas un nœud. Donc, quand est-ce que je peux voir un nœud? C'est lorsque le courant, il change. Ça veut dire qu'il y a une dérivation. Vous avez un courant qui passe à un certain temps, il va trouver un certain nombre de fils. C'est comme l'analogie avec l'eau. Vous avez de l'eau qui va passer et qui va trouver, on va dire, des ouvertures, il va se partager. Là, c'est un nœud. D'accord? Donc, c'est un nœud. Une branche, on peut la définir comme étant une portion de circuit qui se trouve entre deux nœuds consécutifs. Ça veut dire, c'est pas n'importe quelle
portion de circuit, on peut la qualifier de branche. Donc, une portion de circuit n'est appelée une branche que lorsqu'elle se trouve entre deux nœuds consécutifs. Donc, la branche principale qui comporte, c'est la branche qui comporte le générateur du circuit, et les autres branches, on les appelle des branches secondaires, ou bien des branches dérivées. Par exemple ici, si je prends ce circuit, vous avez un générateur, vous avez un récepteur, c'est une résistance, et vous avez des dipôles. Bon, une bobine, un condensateur, etc., etc. On ne sait pas quoi exactement. Donc, vous avez ici A, c'est un nœud, parce que vous avez un courant ici qui passe, il se partage. C, c'est un nœud, parce que le courant qui passe ici, il va se partager. B est un nœud. D est un nœud. Donc j'ai 4 nœuds. Donc une branche, c'est une portion de circuit entre deux nœuds. Donc combien j'ai de branches ici? J'ai 2 branches, A, B et C, D. D'accord? Donc la branche AB, c'est une branche entre deux nœuds. Donc si je prends la branche AB, c'est une branche principale, parce qu'il fait partie parce qu'il comporte le générateur. Parce que le A, c'est partout ici. Et le B, c'est partout. Donc AB est une branche principale, CD est une branche dérivée, parce que ça ne contient pas le générateur. Une maille, c'est tout simplement un parcours fermé dans un circuit électrique qui forme une boucle. Ou bien c'est un ensemble de branches formant un circuit fermé. Donc une maille ne comporte pas forcément de générateur. Par exemple ici, vous avez un circuit composé d'un générateur et d'un dipôle D1. Donc vous avez ici une maille formée par le générateur et le D1. Voilà, la maille 1. D'accord? Donc c'est une maille, c'est un parcours dans un circuit électrique. D'accord? Donc bien, c'est un ensemble de branches. Donc ça, c'est une branche avec le générateur. Ben, si je prends ici la deuxième partie du grand circuit, j'ai une deuxième maille, la maille 2. Si je prends la dernière partie, j'aurai une maille 3. Et si je prends l'ensemble, je vais voir une grande maille, c'est la maille 4. Vous avez maille 1, maille 2, maille 3, la maille 4. Et bien évidemment, je ne peux parler de maille, c'est lorsque j'ai une branche, minimum une branche. Branche, branche, deux branches, ainsi de suite. Passons maintenant à on va dire, ce qu'on appelle des lois de Maille. Donc, la loi de Maille, ou ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff, sont très utilisées dans toujours le domaine électrique et qui permet de dresser un lien entre courant et tension et bien évidemment les grandeurs correspondant à chaque dipôle. Donc la loi de Maille, elle a été énoncée par le physicien Kirchhoff en 1845 et qui s'énonce de la manière suivante. Donc dans une maille d'un réseau électrique, la somme globale des tensions le long de cette maille, elle est toujours nulle. C'est-à-dire, je considère que l'ensemble, la somme de toutes les tensions dans un circuit est égale à 0. On va voir que ça, c'est
lorsque on prend notre point de départ, un point de départ, et on fait le tour, on va trouver que toutes les tensions ils vont s'ajouter, mais leur somme elle est égale à 0. Par exemple ici, si je prends ce circuit générateur avec des résistances, donc si je veux suivre la boucle bleue, regardez, euh, je fais un sens, hein, je prends un sens comme ça. La tension à D, c'est la tension au bord du générateur. Je la note V1. C'est une notation. La tension, il y a un courant qui circule dans R1, donc je peux parler d'une tension V2. La loi d'Ohm, V2 et le courant, ils sont opposés. D'accord? C'est la convention récepteur. Regardez, le courant, il a le même sens que V1, le mode générateur, la convention générateur. Mais sinon, le reste, ce sont des conventions récepteurs. C'est-à-dire la tension et le courant sont toujours opposés, sauf pour le générateur. Je passe à R2. Le courant il circule vers le bas et la tension vers le haut, V3. Ainsi de suite. Donc, V1, c'est VA moins VD. Donc, j'ai mon point de départ, c'est V1. Donc, V1, c'est V2 plus V3 plus V4. Ou bien, ce qu'on doit faire, j'essaie de voir la tension par rapport à cette boucle. V1, c'est le même sens que la boucle. Donc je mets plus V1. Regardez V2 avec la boucle. C'est le sens inverse. Je mets moins V2. V3 avec la boucle. C'est moins V3. Et c'est moins V4. Donc je peux utiliser cette relation-là. C'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff, la loi de May, qui donne que la somme des tensions sur un circuit fermé est égale à 0. La loi de nœud. Cette fois-ci, c'est pour les courants. Un nœud, comme j'ai dit, est un point auquel plusieurs conducteurs se rejoignent. Donc, minimum, si je peux parler d'un nœud, minimum, je dois avoir 3 fils. 2 fils, ça ne donne rien, parce que c'est le même courant qui circule. Donc, quand est-ce que je vais parler d'un nœud? Lorsque j'ai une répartition du courant. Le courant ne reste plus le même. Quand est-ce que le courant ne reste plus le même? Lorsque je trouve un nœud. Donc, la loi de nœud, elle stipule que la somme des courants entrants au niveau de ce nœud, c'est la somme des courants sortants. Quels sont les courants entrants? I1, I2, I5. Et quels sont les courants sortants? I3, I4, I2. Donc, je peux dire que I1 plus I5 plus I2, les courants entrants, égale à I3 plus I4 plus I6. Et là, c'est un fil. D'accord? Donc là, je dois me débarrasser de ce fil-là. Ça n'existe pas. Ici, un autre exemple. Les courants entrants I1, I2. Les courants sortants I3, I4, I5. C'est-à-dire le courant qui sort de nœud. Les courants qui entrent dans le nœud. Donc la somme des entrants, c'est la somme des sortants. Donc I1 plus I2, c'est les courants entrants égale à la somme des courants sortants. I3 plus I4 plus I5. On peut généraliser en disant que la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Exercice d'application. Prenons ce montage.
Donc, le générateur va débiter un courant, on l'appelle I1. Je suppose que le courant qui traverse la résistance R2 s'appelle I2. Le courant qui traverse R5, je l'appelle I5. Et le courant I4, c'est le courant qui traverse la résistance R4. Donc, ce sont des données. I3 également, c'est celui qui traverse R3. Et R6, elle est traversée par le courant I6. I7. D'accord? Donc, je donne un montage avec un générateur, avec une source. D'accord? Le rôle de le générateur, c'est qu'il va débiter ce courant-là. Et bien évidemment, le reste, ce sont des résistances. Et on peut penser à ajouter d'autres composants selon l'exercice et selon l'application et selon ce qu'on veut. Donc, si je donne I1, I3, I4 comme des données, on peut poser un certain nombre de questions. Par exemple, placer sur le montage les différents nœuds. Donner la loi de nœuds à ces différents nœuds. Et calculer I2, I5, I6 et I7. Donc, on va commencer par la première question. Donc, il existe 4 nœuds. A, il y a I1 qui va passer, qui va trouver un nœud qui va se partager. Ça, c'est un nœud A. B, c'est un nœud. Il y a toujours de partage de courant. C, il y a toujours de partage de courant. Et D, il y a toujours partage de courant. Si je prends ce point-là, ça, c'est pas un nœud parce que c'est le même courant qui circule. Si je prends ce point-là, c'est pas un nœud, c'est le même courant. Si je prends ce point-là, c'est pas un nœud. Donc, un nœud, c'est le point où il y a, on va dire, le courant ne reste plus le même. Il va subir un partage, une dérivation. Donc, il existe 4 nœuds. Si on applique les lois de nœuds à ces différents nœuds, le nœud A, regardez, le courant I1, il va entrer, il va donner un courant I2 et un courant I3. Le courant I1, il va se partager en un courant I2 et un courant I3. Donc, le courant I1, c'est un courant entrant. Les courants I2, I3 et I5, I2 et I3, ce sont des courants sortants. Donc, la loi de nœud, I1 égale à I2 plus I3. Je prends le point B, où il y a le nœud B. Qu'est-ce que j'ai comme courant dans le nœud B? J'ai I2, I4, I5. I2, c'est un courant entrant. I4 et I5, ce sont des courants sortants. Donc, la loi de nœud nous dit que I2, c'est I4 plus I5. Si je prends le nœud C, qu'est-ce que j'ai dans le nœud C? J'ai 3 courants, I3, I6 et I5. Donc, quels sont les courants entrants? C'est I5 et I3 et I6. Est-ce que j'ai des courants sortants? Pas du tout. C'est pour cela que j'ai la somme des courants entrants égale à 0. Il n'y a pas de courant sortant. De même pour le nœud D. Regardez le nœud D. J'ai un courant I4 entrant. Le courant 6, I6, c'est un courant sortant. Le courant I7, c'est un courant sortant. Donc, le nœud D, ça nous donne I4 égale à I6 plus I7. Et donc, j'applique toujours cette relation. Donc, I2, c'est I1 moins I3. Je connais I1, je connais I3. Donc, I2, c'est 6 ampères. Je veux I5. Je veux I5. J'applique la deuxième relation. I5, c'est I2 moins I4. Je veux I6. Donc, I6, c'est quoi? C'est moins I3 moins I5. Et on veut I7, c'est I4 moins I6. D'accord? Donc, c'est très simple d'appliquer les lois de nœuds et d'appliquer
dans un premier temps les lois de nœuds pour déterminer les différents courants. Il suffit juste de bien s'assurer que vous êtes en présence des nœuds et non pas des points quelconques. À chaque fois que le courant ne change pas à un certain niveau, donc je ne peux pas qualifier un certain point comme étant un nœud. À chaque fois que le courant il change de valeur, il change, là je peux parler d'un nœud.